vous n'avez pas votre place sur ce banc, hurla le détective Case Harrison, respectueux de la Constitution, avant de lancer le marteau du juge directement au visage de la juge Iris Beaumont, là, en pleine cour fédérale. Mais cette agression devint instantanément le début de la fin pour une carrière bâtie sur le mensonge et le meurtre. Ce n'était pas seulement une attaque contre une juge noire. C'était le moment où quelqu'un était allé trop loin, devant la mauvaise personne. Harrison n'avait aucune idée que la femme qu'il venait d'attaquer examinait discrètement les éléments de preuve d'habeas corpus que certaines personnes voulaient désespérément garder enfouis pour toujours, y compris des séquences vidéo concernant une affaire qui avait détruit des familles et couvert l'exécution d'un adolescent noir. Ce qui avait commencé comme une audience constitutionnelle de routine est devenu l'étincelle qui allait déclencher une enquête fédérale, dévoilant la corruption au plus haut niveau. Regardez jusqu'à la fin car cette fois, lorsque le système a essayé de protéger ses propres policiers assassins, tout l'édifice s'est fissuré, et ce qui a suivi a tout changé pour ceux qui pensaient qu'assassiner des enfants noirs était acceptable. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers les hautes fenêtres de la salle d'audience 5B du tribunal fédéral de district de Denver, où les bancs d'acajou avaient été témoins de décennies de batailles constitutionnelles qui avaient façonné les fondements même des droits civiques en Amérique. Mais ce mercredi matin serait différent. Ce serait le jour où 15 ans d'injustice systémique allaient enfin exploser au visage de quelqu'un qui avait le pouvoir de riposter. La juge Iris Beaumont ajusta ses lunettes de lecture alors qu'elle examinait la requête en habeas corpus qu'il avait tenue éveillée pendant 4 nuits d'affilée. Le document entre ses mains portait la signature désespérée de Zaria Coleman, une mère dont le fils de 16 ans était détenu à la prison du comté de Denver depuis 8 mois sous des accusations qui n'avaient aucun sens juridique, quelle que soit l'interprétation de la loi du Colorado. La requête décrivait Jude Coleman, élève d'honneur au lycée East High School, arrêté pour complot en vue de commettre une agression aggravée sur un policier et possession de preuves indiquant une affiliation à un gang. Mais la juge Beaumont avait appris à lire entre les lignes des rapports de police, surtout ceux portant la signature du détective Case Harrison. À 46 ans, avec 19 ans d'expérience en droit constitutionnel, elle avait développé un instinct pour reconnaître les schémas que d'autres préféraient ignorer. Jude était assis sur la chaise de l'accusé, portant la combinaison orange qui était devenue son uniforme pendant les 8 derniers mois, ses mains menottaient bien qu'il ne présenta aucune menace pour quiconque dans la salle d'audience. À 16 ans, il se tenait avec la dignité prudente d'un jeune homme qui avait appris que la survie dans le système dépendait souvent de sa capacité à se faire aussi petit et inoffensif que possible, même lorsqu'il réclamait ses droits constitutionnels. Sa mère, Zaria Coleman, était assise au premier rang, serrant un dossier jaune contenant des bulletins avec d'excellentes notes, des lettres de recommandation de professeurs et la documentation de l'acceptation de son fils dans 3 universités différentes. Des preuves d'un avenir que le détective Harrison avait volé avec des accusations fabriquées et des faux témoignages. Attendez de voir ce que Harrison dira quand il réalisera à qui il a affaire. La porte de la salle d'audience s'ouvrit avec la force de quelqu'un à qui l'entrée n'avait jamais été refusée nulle part, les charnières en laiton protestant sous l'entrée agressive du détective Case Harrison. D'une taille de 1,90 m, avec la carrure solide d'un ancien marine, Harrison remplit l'encadrement de la porte comme un homme s'appropriant un territoire, plutôt qu'un agent public comparaissant devant une autorité constitutionnelle. Son uniforme bleu foncé portait des citations et des rubans de service qui racontaient 15 ans d'ascension dans les rangs du département. Mais la juge Beaumont remarqua des détails que d'autres manquèrent, la façon dont sa main reposait sur son arme lors des procédures civiles, le regard scrutateur de ses yeux gris pâles alors qu'ils évaluaient les menaces potentielles à son récit. Lorsque le regard de Harrison croisa celui de la juge Beaumont, quelque chose vacilla sur son expression qu'elle reconnut après des décennies à observer des hommes affirmer leur domination dans sa salle d'audience. Ce n'était pas tout à fait du mépris. Pas encore, mais le mépris subtil de quelqu'un qui considérait les femmes noires en position d'autorité comme des obstacles temporaires plutôt que des officiers constitutionnels légitimes. « Votre honneur », dit Harrison, s'installant sur la chaise des témoins avec une aisance décontractée. « J'apprécie que la Cour prenne le temps pour cette affaire, mais je tiens à vous assurer que l'arrestation et la détention de Jude Coleman ont été menées conformément aux protocoles départementaux stricts et aux directives fédérales pour les activités liées au gang. » La juge Beaumont observa cette performance avec le calme inébranlable de quelqu'un qui avait passé des décennies à regarder des officiers transformer les procédures judiciaires en théâtre personnel. Elle avait déjà vu le type de Harrison, des hommes qui confondaient insigne et couronne, et oubliaient que l'autorité constitutionnelle émanait du peuple, pas du gouvernement. Mais ce que Harrison ne savait pas, ce qu'il ne pouvait absolument pas soupçonner, alors qu'il commençait à tisser sa toile familière de mensonges et de demi-vérités, c'est que la juge Beaumont montait un dossier fédéral contre lui depuis 6 mois.
Cachées dans ces dossiers sécurisés se trouvaient des preuves qui détruiraient non seulement sa carrière, mais l'ensemble du réseau de corruption qui avait protégé ses crimes tout au long de son ascension au pouvoir. Ces prochains mots vont vous choquer au-delà de toute mesure. Le silence dans la salle d'audience 5B était différent ce matin. Chargé du type de tension qui précède les règlements de compte constitutionnels, Harrison s'installa sur la chaise des témoins comme un roi tenant audience, ignorant complètement qu'il allait fournir un témoignage qui l'enverrait en prison fédérale pour le reste de sa vie. Détective Harrison, commença la juge Beaumont, sa voix portant l'autorité mesurée de quelqu'un qui avait appris à commander le respect par la compétence plutôt que par l'intimidation. Veuillez expliquer à cette cour les preuves spécifiques qui ont justifié le maintien en détention de Jude Coleman sans caution pendant 8 mois sous des accusations qui semblent manquer de fondement constitutionnel. Ce que Harrison révéla ensuite prouverait que Jude Coleman n'était que sa dernière victime dans un schéma de violence raciste qui avait été protégé par le silence institutionnel depuis bien trop longtemps. Harrison se pencha légèrement en arrière sur la chaise des témoins, un geste qui aurait été subtil si ce n'était pour le contexte constitutionnel. Dans une cour fédérale, où le respect de l'autorité judiciaire est fondamental pour l'ensemble du système de gouvernement, même de petits signes de mépris désinvolte avaient un poids significatif. Votre honneur, commença Harrison, sa voix portant l'assurance rodée de quelqu'un qui avait témoigné lors d'audiences similaires des dizaines de fois sans contestation sérieuse. Jude Coleman a été arrêté lors d'une opération anti-gang complète ciblant des réseaux criminels connus dans la région d'East Denver. Sur la base de renseignements recueillis sur plusieurs mois, nous avons identifié des comportements correspondant au recrutement et aux activités d'initiation de gangs. La juge Beaumont prit des notes avec soin, son stylo se déplaçant délibérément sur le bloc-notes juridique, tandis que son esprit traitait les euphémismes familiers. Opération anti-gang était le terme préféré de Harrison pour ce que les observateurs de la communauté décrivaient comme un harcèlement systématique d'adolescents noirs qui n'avaient commis aucun crime au-delà d'exister dans des quartiers où Harrison avait décidé qu'ils n'avaient pas leur place. Détective Harrison, quelle intelligence spécifique a conduit à l'identification de M. Coleman comme cible de cette opération? Pour la première fois, l'attitude confiante de Harrison vacilla légèrement. Il jeta un coup d'œil à la table du procureur, s'attendant peut-être à un soutien qui n'était pas imminent, avant de reporter son attention sur la juge Beaumont. Votre honneur, Coleman a été observé s'engageant dans des comportements suspects correspondant aux activités de guet d'organisation criminelle. Il était fréquemment présent dans des zones connues pour le trafic de drogue et le recrutement de gangs. La juge Beaumont consulta ses dossiers de l'affaire avec une précision rodée. Selon le rapport d'arrestation, M. Coleman attendait le bus RTD à l'intersection de Cafax et Fédéral à 7h15 du matin un jour d'école. Témoignez-vous que l'attente des transports en commun constitue un comportement de gang suspect? La question tomba dans la salle d'audience comme une pierre dans l'eau calme. Les mains de Harrison, qui reposaient décontractement sur les accoudoirs de la chaise des témoins, se serrèrent en poing alors qu'il luttait pour maintenir son récit face à un simple examen logique. Mais ce n'était pas la première fois que Harrison ciblait des adolescents noirs, et la juge Beaumont le savait. Dans son cabinet privé, la veille au soir, la juge Beaumont avait étalé les dossiers de Harrison sur son bureau comme les pièces d'un puzzle troublant. Le schéma était indéniable. 23 arrestations au cours des 2 dernières années, 22 impliquant des adolescents noirs, tous accusés de variations d'activités liées au gang ou de complot en vue de commettre des crimes violents. Marcus Washington, 17 ans, arrêté pour avoir arboré les couleurs d'un gang alors qu'il portait le maillot de football rouge et noir de son lycée. Destiny Parker, 15 ans, accusé d'association de malfaiteurs pour avoir marché avec sa cousine, qui avait été précédemment arrêtée par Harrison. Trevor Mitchell, 14 ans, détenu pour posture agressive après avoir demandé à Harrison pourquoi il était arrêté alors qu'il rentrait de la bibliothèque. Chaque affaire avait été négociée à la baisse ou rejetée pour des raisons techniques, garantissant que les méthodes de Harrison ne seraient jamais soumises à un examen constitutionnel sérieux devant les cours d'appel. Mais il y avait un nom qui apparaissait dans les dossiers de Harrison qui glaça le sang de la juge Beaumont, le frère aîné de Jude, Marcus Coleman, 17 ans, abattu et tué lors de ce que Harrison décrivait comme un usage justifié de la force létale. Ce qu'elle a trouvé dans ces dossiers vous choquerait. Détective Harrison, poursuivit la juge Beaumont, consultant ses notes avec une précision délibérée. Vous avez mentionné la collecte de renseignements sur plusieurs mois. Pouvez-vous fournir à cette cour des documents sur les activités criminelles spécifiques auxquelles M. Coleman aurait été impliqué? La mâchoire de Harrison se serra presque imperceptiblement. Votre honneur,
une grande partie de nos renseignements provient d'informateurs confidentiels et d'opérations de surveillance qui pourraient être compromises si elles étaient divulguées en audience publique. Cependant, je peux assurer à la Cour que les comportements de Coleman étaient conformes aux méthodologies de recrutement de gangs connues. La réponse révéla plus que Harrison ne l'avait voulu, exposant une philosophie d'application de la loi où le soupçon justifiait la détention et la spéculation remplaçait la preuve. La juge Beaumont avait déjà entendu des variantes de ce raisonnement, généralement de la part d'officiers qui considéraient les protections constitutionnelles comme des obstacles à une police efficace plutôt que comme le fondement d'une autorité gouvernementale légitime. Derrière son calme extérieur, l'esprit de la juge Beaumont analysait les implications du témoignage de Harrison. Elle avait passé le week-end précédent à examiner non seulement ses dossiers d'arrestation, mais aussi les statistiques plus larges de ses opérations de district. Les chiffres peignaient un tableau troublant. Les adolescents noirs dans la zone de patrouille de Harrison étaient arrêtés à des taux 11 fois plus élevés que leurs homologues blancs, bien que les données démographiques ne montrent aucune différence correspondante dans les taux de criminalité réels. Ce qu'elle a trouvé dans ces dossiers vous choquerait. La percée était survenue 2 semaines plus tôt, lorsque l'agent spécial du FBI Rebecca Torres de la Division des droits civiques avait discrètement approché la juge Beaumont avec des préoccupations concernant le schéma de violation constitutionnelle de Harrison. Torres, une vétéran de 15 ans de l'application fédérale des droits civiques, menait sa propre enquête après avoir reçu de multiples plaintes d'organisations communautaires concernant le ciblage de jeunes issus de minorités par Harrison. Juge Beaumont, avait dit Torres lors de leur réunion confidentielle dans son cabinet. Nous essayons de monter un dossier fédéral contre Harrison depuis 18 mois, mais chaque fois que nous nous en approchons, les preuves locales disparaissent ou les témoins deviennent réticents à témoigner. Il y a quelque chose que vous devez voir. L'enveloppe que Torres lui avait donnée contenait des preuves qui prouveraient que l'emprisonnement de Jude Coleman n'était que la pointe d'un iceberg qui comprenait des meurtres systématiques, la fabrication de preuves et un complot qui atteignait les plus hauts niveaux des forces de l'ordre du Colorado. L'enveloppe jaune que l'agent Torres avait remise à la juge Beaumont contenait des documents photocopiés qui n'auraient jamais dû quitter la détention fédérale, le rapport d'incident original de Harrison concernant le tir de Marcus Coleman, avec des notes manuscrites qui avaient été omises de la version officielle finale soumise aux affaires internes du bureau du procureur. Les divergences étaient stupéfiantes et indéniables. Dans son rapport initial, Harrison avait écrit « Le sujet semblait se rendre lorsque l'engagement a été initié », mais la version finale indiquait « Le sujet a avancé agressivement vers la position de l'officier avec une arme visible ». L'original ne mentionnait aucune arme retrouvée sur les lieux lors du balayage initial. Le rapport officiel affirmait que l'arme à feu du sujet avait été retrouvée à 12 pieds du corps, compatible avec une chute. Le plus accablant de tout, les notes préliminaires de Harrison incluaient la phrase « Inconnu pourquoi la force létale était nécessaire étant donné la conformité du sujet et sa peur évidente ». La juge Beaumont avait lu ces documents avec une horreur croissante, comprenant qu'elle était face à des preuves d'une dissimulation qui allait bien au-delà des erreurs d'un seul officier. Quelqu'un doté d'une autorité institutionnelle significative avait aidé Harrison à transformer un tir discutable en un acte héroïque de légitime défense, et ce même système était maintenant utilisé pour détruire le jeune frère de la victime par des accusations fabriquées. Harrison n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'avouer quelque chose de bien pire. « Détective Harrison », dit la juge Beaumont, sa voix prenant un ton plus tranchant qui fit que plusieurs personnes dans la salle d'audience se redressèrent. « Au cours de vos 15 années d'application de la loi, combien de mineurs avez-vous arrêtés pour des délits liés au gang ?» Les sourcils de Harrison se levèrent légèrement, peut-être surpris par le changement de direction, mais pas encore préoccupé par les implications constitutionnelles. « Je ne tiens pas de comptes exacts, votre honneur. Probablement 80 ou 90 cas au fil des ans. La plupart sont résolus par des accords de plaidoyer. Les enfants apprennent de l'expérience et évitent une future implication criminelle. Sur ces 80 ou 90 cas, quel pourcentage estimeriez-vous qu'il s'agissait de mineurs issus de minorités ? La question tomba dans la salle d'audience comme une bombe constitutionnelle. L'expression confiante de Harrison vacilla, et il jeta un coup d'œil autour de la pièce comme s'il cherchait une issue qui n'existait pas dans un tribunal fédéral opérant en vertu de la clause de protection égale du 14e amendement. Votre honneur, je ne fais pas attention à la race lors des arrestations. Je réagis au comportement criminel, pas aux données démographiques. C'est admirable, détective, mais vous pouvez sûrement fournir une estimation approximative pour l'analyse statistique de la Cour. La moitié, les 3/4. Les mains de Harrison se serrèrent en poing alors qu'il réalisait le piège constitutionnel qui se construisait autour de son témoignage. Votre honneur, avec tout le respect que je vous dois,
je ne pense pas que les statistiques raciales soient pertinentes pour cette requête en habeas corpus spécifique. Nous sommes ici pour un cas individuel impliquant un défendeur spécifique qui s'est livré à des comportements criminels documentés. La juge Beaumont se pencha légèrement en avant, ses yeux ne quittant jamais le visage de plus en plus mal à l'aise de Harrison. En fait, détective Harrison, un schéma d'application discriminatoire est absolument pertinent pour l'analyse constitutionnelle en vertu des 4e et 14e amendements. Lorsqu'un dossier d'arrestation d'un officier montre des disparités raciales extrêmes, cela soulève des questions fondamentales sur l'égalité de protection et l'application sélective. Le calme de Harrison commençait à se fissurer, révélant la colère qui se cachait toujours sous sa façade professionnelle. Votre honneur, avec le respect qui vous est dû, j'ai servi cette communauté fidèlement pendant 15 ans. J'ai risqué ma vie pour protéger les citoyens, y compris des citoyens qui vous ressemblent. L'expression « citoyen qui vous ressemble » frappa la salle d'audience comme une explosion verbale. La juge Beaumont sentit l'inspiration collective de la galerie, le choc brutal d'être témoin de quelqu'un franchissant une ligne constitutionnelle qui aurait dû être inviolable. Mais elle sentit aussi autre chose monter en elle. Non pas de la colère, mais cette clarté froide et cristalline qui vient quand quelqu'un révèle sa vraie nature si complètement que toute prétention devient impossible. « Détective Harrison », dit la juge Beaumont, se levant lentement de sa chaise. Votre dossier de service n'est pas remis en question. Vos méthodes, votre jugement et votre croyance apparente que la race d'un citoyen détermine ses droits constitutionnels, ceux-là sont remis en question, et à juste titre en vertu de la loi fédérale sur les droits civiques. Harrison se leva également, son mouvement agressif et délibérément intimidant. Du haut de son 1m90, avec son entraînement tactique, il dominait le petit corps de la juge Beaumont, mais tout le monde dans la salle d'audience comprenait que la vraie autorité dans cet espace ne venait pas de la présence physique, mais de la légitimité constitutionnelle. Mais Harrison n'avait aucune idée que la juge Beaumont possédait des enregistrements audio qui exposeraient non seulement son racisme, mais aussi sa confession d'avoir assassiné le frère de Jude et ses plans pour éliminer des témoins potentiels. La juge Beaumont avait passé 3 nuits sans sommeil à écouter les enregistrements audio que l'agent Torres lui avait fournis. Chaque conversation révélait une autre couche de corruption institutionnelle qui rendait les crimes individuels de Harrison presque insignifiants comparés au système qui les avait protégés et permis. Le premier enregistrement capturait Harrison discutant du tir de Marcus Coleman avec son superviseur direct, le lieutenant David Cross, dans ce qui semblait être un bar avec un bruit de fond de verre qui s'entrechoquait et de conversations étouffées. La voix de Harrison était légèrement pâteuse, mais discutait de manière indubitable de l'exécution délibérée d'un garçon de 17 ans. Le problème avec ces jeunes, Dave, c'est qu'ils pensent que les droits constitutionnels s'appliquent à eux de la même manière qu'aux vrais Américains, avait dit la voix enregistrée de Harrison avec une désinvolture glaçante. Ce gamin Coleman n'arrêtait pas de parler de ses droits, de vouloir appeler sa mère, d'être innocent. Ça me rendait malade. La réponse du lieutenant Cross fut tout aussi accablante. Parfois, il faut enseigner des leçons qui marquent, Case. Un membre de gang mort prévient 10 futures victimes. La communauté devrait vous remercier au lieu de déposer des plaintes. Le rire de Harrison résonna dans le cabinet de la juge Beaumont avec une cruauté à glacer le sang. Oh, ils apprendront. J'ai déjà commencé à travailler sur son petit frère. Le gamin pense qu'il va à l'université, pense que ses bonnes notes et son casier vierge comptent, mais je lui apprends ce qui arrive quand ta famille ne montre pas le respect approprié. Sa réaction quand il a entendu sa propre voix était inestimable. Détective Harrison, dit la juge Beaumont, consultant une autre section de son dossier de preuves. J'aimerais discuter de votre rencontre avec Marcus Coleman le 12 septembre de l'année dernière. Vous souvenez-vous de cet incident? Le visage de Harrison devint blanc à la mention du nom de Marcus Coleman, comprenant pour la première fois que ses secrets soigneusement enfouis étaient sur le point d'être traînés à la lumière constitutionnelle. Votre honneur, cette affaire a été minutieusement étudiée par les affaires internes, le bureau du procureur et une commission d'examen indépendante. J'ai été blanchi de tout acte répréhensible et j'ai reçu une éloge pour héroïsme dans l'exercice de mes fonctions. Oui, les rapports officiels vous dépeignent comme un véritable héros, confirma la juge Beaumont, sortant un document et le montrant à la salle d'audience. Selon ce rapport d'incident final, Marcus Coleman était un membre de gang armé qui a menacé votre vie, vous forçant à utiliser la force létale en légitime défense. Harrison hocha la tête avec empressement, pensant peut-être qu'on lui offrait une bouée de sauvetage constitutionnelle. C'est absolument exact, votre honneur. Le sujet cherchait une arme lorsque j'ai déchargé mon arme à feu.
C'était un tir défensif classique selon la politique du département. La juge Beaumont mit de côté le rapport officiel et prit un autre document. Celui-ci portait l'écriture de Harrison et les horodatages originaux qui prouvaient son authenticité au-delà de tout doute raisonnable. C'est intéressant, détective, car votre rapport d'incident initial raconte une toute autre histoire de violation constitutionnelle. L'audio qu'ils ont essayé de détruire était sur le point de faire surface. Votre honneur, je ne sais pas quel document vous tenez, mais s'il contredit les conclusions officielles de plusieurs commissions d'examen, ceci est votre rapport d'incident original. Le détective Harrison l'a déposé électroniquement à 22h23 le 12 septembre, exactement 3h47 après que vous ayez tiré sur Marcus Coleman. La voix de la juge Beaumont portait la précision de quelqu'un qui avait passé des mois à vérifier chaque détail constitutionnel. Souhaitez-vous que je lise vos observations initiales à la Cour? Les mains de Harrison tremblaient maintenant, son assurance d'avance était complètement évaporée. Il comprenait que ce qui se trouvait dans ce document détruirait le récit soigneusement construit qu'il avait protégé pendant plus d'1 an des poursuites fédérales pour violation des droits civiques. Le sujet s'enfuyait, les mains visibles, lorsque l'engagement a commencé, lut à voix haute la juge Beaumont, sa voix portant jusqu'à chaque coin de la salle d'audience silencieuse. Aucune arme observée au moment du premier coup de feu. Le sujet est tombé immédiatement et n'a pas bougé après l'impact. Inconnu pourquoi la force létale a été initiée. Les mots frappèrent la salle d'audience comme un tonnerre constitutionnel. Dans la galerie, plusieurs observateurs altèrent audiblement en assimilant les implications de la propre documentation de Harrison. Marcus Coleman ne menaçait pas Harrison. Il s'enfuyait lorsqu'Harrison lui a tiré dans le dos en violation flagrante de l'interdiction du 4e amendement contre la saisie déraisonnable. La juge Beaumont continua à lire le rapport original de Harrison. Le sujet était à environ 20 pieds et s'éloignait de la position de l'officier lorsque les coups de feu ont été tirés. Aucune arme retrouvée lors de la sécurité initiale des lieux. Le sujet semblait tenté de se rendre lorsque l'engagement a commencé. Harrison tenta d'interrompre, sa voix craquant de désespoir. Ce sont des observations préliminaires faites sous un stress extrême. L'enquête officielle a déterminé que le sujet présentait une menace imminente. L'enquête officielle était une dissimulation, dit la juge Beaumont calmement, mais ces mots portaient une autorité constitutionnelle absolue. Et vous êtes sur le point de découvrir à quel point ce complot était étendu. Elle fit signe à son administrateur de la Cour, qui installait l'équipement audiovisuel avec une efficacité rodée. Ce que la Cour est sur le point d'entendre est un enregistrement du détective Harrison discutant du meurtre délibéré de Marcus Coleman et de ses plans pour piéger le jeune frère de Marcus en guise de vengeance contre la famille qui cherchait justice. Les haut-parleurs de la salle d'audience s'animèrent avec des voix immédiatement reconnaissables comme celles de Harrison et du lieutenant Cross, enregistrées dans ce que les enquêteurs fédéraux avaient identifié comme Murphy's Tavern sur East Cafax, un lieu de rassemblement connu pour le personnel du département de police de Denver qui préférait discuter des sujets sensibles loin de l'examen officiel. La voix enregistrée de Harrison remplit le silence constitutionnel. Vous auriez dû voir le regard sur le visage de ce gamin Coleman quand il a réalisé que je n'allais pas le laisser rentrer chez sa mère. 17 ans et il croyait encore que la Constitution allait le protéger de la réalité. Ça me rendait malade. Le rire rauque du lieutenant Cross servit de toile de fond à la confession suivante de Harrison. Ces familles doivent comprendre que le dépôt de plainte a des conséquences. On ne peut pas laisser les proches de membres de gangs penser qu'ils peuvent contester l'autorité policière sans en payer le prix. La voix de Harrison continua avec une fierté glaçante. C'est exactement pourquoi je travaille sur le petit frère maintenant. Jude pense qu'il va à l'université, pense que ses bonnes notes et son casier vierge comptent, mais je lui apprends ce qui arrive quand ta famille ne montre pas le respect approprié envers les forces de l'ordre. Le Harrison actuel assis sur la chaise des témoins était devenu complètement pâle, la sueur perlant sur son front malgré la température contrôlée de la salle d'audience. Sa bouche bougeait sans un son tandis qu'il écoutait sa propre voix avouer des violations constitutionnelles qui entraînaient des peines fédérales pouvant aller jusqu'à la prison à vie. Mais attendez, il y a d'autres preuves que vous n'avez pas encore vues. L'enregistrement continua avec le lieutenant Cross fournissant des instructions spécifiques sur la manipulation des preuves. La clé est de s'assurer que la paperasse raconte la bonne histoire dès le début. Tant que les rapports montrent une menace imminente et une réponse justifiée, les affaires internes nous soutiendront à chaque fois. La réponse enregistrée de Harrison révéla la nature systématique des violations constitutionnelles. J'utilise cette approche exacte depuis 5 ans maintenant. La beauté, c'est qu'une fois qu'un enfant a un casier judiciaire,
on peut justifier presque n'importe quoi. Contrôle routier, fouille, arrestation, même des tirs si nécessaire. La juge Beaumont observa le visage de Harrison passer par des expressions de panique, de désespoir et enfin de calcul froid alors qu'il réalisait que ses confessions privées avaient été conservées pour des poursuites fédérales. L'officier confiant qui était entré dans sa salle d'audience était remplacé par un criminel désespéré, voyant son monde entier de violations constitutionnelles s'effondrer en temps réel. « Où avez-vous eu cet enregistrement » chuchota Harrison, sa voix à peine audible au-dessus du système de ventilation de la salle d'audience. Quelqu'un qui ne pouvait plus vivre avec la conspiration du silence, répondit la juge Beaumont avec une précision constitutionnelle. Quelqu'un qui comprenait que protéger des meurtriers fait de vous un complice de crimes fédéraux. L'enregistrement n'était pas terminé. La voix de Cross continua avec des détails administratifs sur la destruction des preuves. Assurez-vous que les images de la caméra corporelle soient corrompues lors du traitement. Les difficultés techniques arrivent tout le temps, surtout avec du matériel plus ancien. Le rire de Harrison résonna à travers les haut-parleurs avec une fierté nauséabonde. Déjà géré. Les images montrent exactement ce que nous devions montrer. Sujet atteignant la ceinture, posture agressive, non-respect des ordres légaux. Le même modèle qui a fonctionné des dizaines de fois auparavant. Sa réaction lorsqu'il réalisa l'étendue était inestimable. Harrison réalisa que ses pensées secrètes avaient été documentées et conservées, que ses discussions désinvoltes de meurtre et de falsification de preuves faisaient désormais partie du dossier fédéral. Sa fanfaronnade et son défi constitutionnel précédent s'étaient évaporés, remplacés par le regard vide d'un homme voyant toute sa carrière bâtie sur des violations systématiques des droits s'effondrer. « Votre honneur » dit Harrison désespérément, ces conversations ont été sorties de leur contexte. Les officiers utilisent parfois l'humour noir pour faire face au stress des missions dangereuses. Détective Harrison, l'interrompit la juge Beaumont, nous venons de vous entendre, vous et votre superviseur, célébrer le meurtre d'un garçon de 17 ans et planifier de piéger son jeune frère en représailles contre une famille cherchant la justice constitutionnelle. Il n'y a aucun contexte qui rende acceptable les violations fédérales des droits civiques. Le poids des crimes exposés de Harrison planait sur la salle d'audience comme une fumée toxique. La juge Beaumont pouvait voir des visages dans la galerie qui reflétaient le choc, l'horreur, et quelque chose de plus profond. La reconnaissance qu'ils avaient été témoins du masque arraché au racisme institutionnel pour révéler la conspiration criminelle sous-jacente. Mais la juge Beaumont n'en avait pas encore fini avec Harrison. Caché dans son dossier de preuves se trouvait une documentation qui prouverait que les crimes de Harrison s'étendaient bien au-delà des violations constitutionnelles individuelles pour inclure le racket, le complot et la privation systématique des droits civiques sous couvert de l'autorité. Mais la juge n'en avait pas encore fini avec lui. Alors que Harrison s'effondrait sur la chaise des témoins, la juge Beaumont se prépara à révéler des preuves qui démontreraient que ces crimes individuels faisaient partie d'une entreprise criminelle plus vaste qui violait systématiquement les droits constitutionnels des jeunes issus de minorités depuis plus d'une décennie avec la protection officielle et le soutien institutionnel. Ce que Harrison était sur le point de découvrir, c'est que la juge Beaumont travaillait avec des enquêteurs fédéraux depuis des mois, et tout ce qu'il avait dit sous serment était transmis directement à des agents du FBI qui exécutaient déjà des mandats d'arrêt contre tout son réseau de co-conspirateurs. La juge Beaumont ouvrit une autre section de son dossier de preuves, révélant des documents qui portaient l'entête officielle du FBI et les sceaux du grand jury fédéral. Les yeux de Harrison s'écarquillèrent alors qu'il reconnaissait les insignes des forces de l'ordre fédéral, comprenant pour la première fois que ces violations constitutionnelles avaient attiré l'attention bien au-delà du tribunal local. Détective Harrison, dit la juge Beaumont, ce que vous ne semblez pas comprendre, c'est que cette audience d'habeas corpus a cessé de concerner Jude Coleman au moment où vous avez avoué avoir assassiné Marcus Coleman sous couvert de l'autorité. Les autorités fédérales surveillent cette procédure sur la base de preuves portées à leur attention il y a des mois. Comme si elles étaient convoquées par ces paroles, les portes arrière de la salle d'audience s'ouvrirent pour laisser entrer 4 individus en costume sombre, leurs mouvements précis et déterminés. La figure de proue, une femme au visage sévère et aux cheveux grisonnants, s'approcha du banc, ses accréditations déjà en main. Votre honneur, je suis l'agent spécial Rebecca Torres de la division des droits civiques du FBI. Nous avons des mandats fédéraux pour l'arrestation du détective Harrison pour privation de droits sous couvert de l'autorité, complot en vue de commettre un meurtre, et violation systématique des droits civiques. Harrison regarda autour de la salle d'audience avec des yeux écarquillés, ne comprenant peut-être que maintenant que ces violations constitutionnelles avaient été constatées non seulement par le personnel du tribunal local, mais par des fonctionnaires fédéraux des forces de l'ordre qui montaient un dossier RICO contre lui depuis des mois.
C'est impossible, dit Harrison, sa voix à peine audible. Les affaires internes m'ont blanchi. Le bureau du procureur a examiné chaque cas. J'ai suivi le protocole du département à la lettre. L'agent Torres s'approcha de Harrison avec des menottes, son expression professionnellement neutre, mais son intention sans équivoque. Détective Case Harrison, vous êtes en état d'arrestation fédérale pour violation du titre 18, section 242 du Code des États-Unis. Vous avez le droit de garder le silence en vertu du 5e amendement. Vous ne croirez pas ce qu'ils ont enregistré. Alors que l'agent Torres continuait de lire ses droits constitutionnels à Harrison, la juge Beaumont réalisa qu'il restait une autre preuve à révéler avant que les autorités fédérales ne procèdent à son arrestation. L'enregistrement audio qu'il venait d'entendre était suffisamment accablant pour assurer plusieurs peines de prison à vie. Mais il y avait une autre conversation qui exposerait toute l'étendue de l'entreprise criminelle. Agent Torres, dit la juge Beaumont, avant de procéder à l'arrestation fédérale du détective Harrison, il y a des preuves supplémentaires que votre enquête RICO doit entendre. Des preuves qui révèlent que ce complot s'étend au plus haut niveau des forces de l'ordre du Colorado. Le visage de Harrison passa de pâle à gris alors que la juge Beaumont faisait signe à son administrateur de la cour de charger un autre fichier audio. Ses tentatives désespérées de maintenir son innocence avaient été brisées par ses propres confessions enregistrées, mais ce qui allait être joué détruirait tout espoir de prétendre que ses actions étaient des aberrations individuelles plutôt qu'une politique institutionnelle. Ce que la Cour est sur le point d'entendre, annonça la juge Beaumont, est un enregistrement du détective Harrison discutant de ses méthodes avec le chef de la police William Patterson, l'officier commandant du département de police de Denver. Cette conversation a eu lieu il y a 4 mois lors de la conférence annuelle de l'Association des policiers bienveillants. Si vous pensez que des jeunes comme Jude Coleman méritent une protection constitutionnelle contre des officiers corrompus, tapez justice ci-dessous. Les haut-parleurs se remplirent du son d'une salle de conférence bondée. Plusieurs conversations créant un arrière-plan de bruit administratif. La voix de Harrison émergea clairement, légèrement ivre, mais discutant de manière indubitable de son approche de l'application de la loi constitutionnelle avec le chef de la police. Chef Patterson, dit la voix enregistrée de Harrison, je tiens à vous remercier de m'avoir soutenu dans l'affaire du tir de Coleman. Certains leaders communautaires ont posé des questions sur mes méthodes constitutionnelles, et il est rassurant de savoir que le commandement soutient la politique proactive. La voix rocailleuse de Patterson répondit avec une autorité décontractée qui révéla la nature institutionnelle du complot. Case, vous faites ce qui doit être fait pour maintenir l'ordre dans ces communautés. Le public ne comprend pas la réalité de l'application de la loi en milieu urbain. Parfois, les subtilités constitutionnelles doivent passer au second plan face à la sécurité publique. La réaction actuelle de Harrison dans la salle d'audience était une étude de l'effondrement psychologique. Son visage était passé de gris à vert, comprenant que ses conversations privées avec le plus haut responsable de l'application de la loi de la ville faisaient désormais partie d'une enquête criminelle fédérale qui pourrait entraîner des poursuites RICO atteignant le bureau du maire. Attendez de voir ce qui est arrivé aux autres officiers. L'enregistrement continua avec Patterson fournissant des directives spécifiques sur la manière d'éviter les poursuites fédérales pour violation des droits civiques. La clé est une documentation qui était l'évaluation des menaces et les constatations de danger imminent. Tant que vos rapports utilisent le bon langage constitutionnel, les procureurs fédéraux auront du mal à prouver l'intention discriminatoire. La voix enregistrée de Harrison exprima sa gratitude pour les conseils criminels. C'est exactement ce que le lieutenant Cross m'a appris. Nous avons développé un langage standardisé qui fonctionne pour presque toutes les situations. Posture agressive, non-respect, crainte raisonnable pour la sécurité de l'officier. Il est impossible pour les avocats des droits civiques de prouver quelle était la véritable intention de quelqu'un. La conversation révéla une approche systématique pour contourner les protections constitutionnelles. Mais ce que Harrison était sur le point d'entendre ensuite prouverait que ces crimes individuels faisaient partie d'un réseau de corruption policière à l'échelle de l'État qui incluait la falsification de preuves, l'intimidation de témoins et l'élimination systématique des droits constitutionnels des jeunes issus de minorités. L'étendue de l'enquête fédérale s'élargit en temps réel alors que les enregistrements révélaient des liens entre les crimes individuels de Harrison et un réseau d'officiers à l'échelle de l'État qui partageaient des renseignements, coordonnaient les réponses aux plaintes pour violation des droits civiques et se protégeaient mutuellement de la responsabilité constitutionnelle. L'agent Torres avait cessé de lire ses droits à Harrison, comprenant que les preuves révélées changeraient fondamentalement l'étendue de son enquête, passant de violations individuelles des droits civiques à un vaste complot RICO impliquant des dizaines d'agents des forces de l'ordre dans plusieurs juridictions.
L'enregistrement continua avec le chef Patterson révélant la structure de soutien institutionnel. Nous avons travaillé avec des chefs de police à Boulder, Colorado Springs et Grand Junction pour partager des informations sur les familles à problème et les avocats activistes. Lorsque quelqu'un dépose des plaintes fédérales pour violation des droits civiques, nous nous assurons que son nom est diffusé au département à l'échelle de l'État. La réponse enregistrée de Harrison exposa la nature systématique des représailles. C'est brillant, chef. Nous avons utilisé ce réseau pour suivre les mouvements de la famille Coleman depuis qu'ils ont embauché cet avocat des droits civiques. Chaque contrôle routier, chaque interaction avec un membre de la famille est documentée et partagée. La juge Beaumont ressentit une froide satisfaction en voyant les fondements constitutionnels de l'entreprise criminelle de Harrison s'effondrer en temps réel. Il ne s'agissait pas seulement d'un officier corrompu. Il s'agissait de démanteler un complot à l'échelle de l'État qui avait systématiquement violé les droits civiques des familles issues de minorités pendant des années. Ce qu'ils ont découvert dans les dossiers va vous choquer. La radio de l'agent Torres crépita avec des mises à jour d'autres équipes fédérales exécutant des opérations simultanées à travers le Colorado. Commandement, nous avons le chef Patterson en détention à sa résidence. Le lieutenant Cross est barricadé dans son bureau mécontenu. Nous avons saisi environ 600 dossiers et 23 serveurs informatiques dans 4 postes de police différents. L'ampleur de l'opération Rico était stupéfiante. Il ne s'agissait pas seulement des violations constitutionnelles individuelles de Harrison, mais du démantèlement de tout un réseau d'officiers corrompus qui avaient systématiquement abusé de leur autorité tout en bénéficiant d'une protection administrative et d'une immunité institutionnelle. Harrison fut tiré sur ses pieds par des marshals fédéraux, son visage alternant entre rage et panique alors que la réalité de sa situation devenait indéniable en vertu de la loi fédérale. Tout cela à cause d'un petit membre de gang minable. Tout était constitutionnel jusqu'à ce que vous, les gens, commenciez à causer des problèmes de droits civiques. La juge Beaumont ressentit une froide satisfaction en voyant la vision du monde de Harrison s'effondrer en temps réel. Pendant 15 ans, il avait terrorisé les jeunes issus de minorités avec la certitude que le système le protégerait de la responsabilité constitutionnelle. Maintenant, ce même système se retournait contre lui avec toute la force du droit fédéral des droits civiques. Le meilleur est à venir. L'enregistrement n'était pas terminé. La voix de Patterson continuait avec des détails sur les protocoles de destruction des preuves. Assurez-vous que toutes les images de la caméra corporelle qui contredisent le témoignage de l'officier soient corrompues lors du processus de transfert numérique. Nous avons des techniciens qui sont spécialisés dans la création de dysfonctionnements d'équipements plausibles. Le rire de Harrison résonna dans le silence constitutionnel avec une fierté nauséabonde. Déjà géré. Les images montrent exactement ce que nous devions montrer. Sujet atteignant la ceinture, posture agressive, non-respect des ordres légaux. Le même modèle qui a fonctionné des dizaines de fois auparavant. La nature systématique des violations constitutionnelles était époustouflante par son ampleur et sa sophistication. Ce n'était pas de la corruption opportuniste. C'était un système soigneusement conçu pour contourner la loi fédérale sur les droits civiques tout en maintenant une dénégation plausible pour l'examen institutionnel. Attendez de voir ce qu'elle a enregistré. Mais la révélation la plus dévastatrice vint de la déclaration suivante de Patterson. La période de surveillance fédérale se termine dans 18 mois. Après cela, nous aurons encore plus de flexibilité pour gérer les familles à problème et les communautés activistes sans interférence de Washington. La réponse de Harrison révéla la planification à long terme derrière leurs crimes constitutionnels. J'ai déjà commencé à travailler sur une liste de familles et d'individus qui ont besoin de réajustement d'attitude une fois que la surveillance fédérale diminuera. La famille Coleman est en tête de cette liste. La juge Beaumont comprit qu'elle écoutait des preuves d'un complot criminel qui allait bien au-delà des violations individuelles des droits pour inclure l'intimidation planifiée, la destruction de preuves et les représailles systématiques contre les citoyens qui cherchaient une protection constitutionnelle contre la faute policière. Le poids de la criminalité institutionnelle planait sur la salle d'audience comme une fumée toxique, rendant chaque respiration dangereuse et corrompue. Harrison avait été emmené en détention fédérale, mais les enregistrements continuaient de révéler un réseau de violations constitutionnelles qui atteignait chaque recoin de l'application de la loi au Colorado. Mais ce que la juge Beaumont était sur le point de révéler ensuite prouverait que le réseau de Harrison assassinait systématiquement des adolescents noirs dans 3 États, chaque meurtre étant dissimulé par les mêmes protocoles de falsification de preuves qu'il venait d'entendre décrits en détail. L'agent Torres avait établi un centre de commandement dans la salle de conférence du palais de justice,
coordonnant les arrestations tout en examinant les preuves qui s'étaient accumulées pendant plus d'1 an grâce aux opérations de surveillance fédérale. La juge Beaumont se joignit au briefing, portant toujours le poids des révélations constitutionnelles qui semblaient s'étendre avec chaque pièce à conviction. Votre honneur, dit l'agent Torres, étalant des photographies et des documents sur la table de conférence. Les confessions enregistrées de Harrison nous ont donné une cause probable pour des poursuites RICO impliquant 47 officiers à travers le Colorado, le Wyoming et le Nouveau-Mexique. Mais ce que nous allons vous montrer révèle que le meurtre systématique était leur principale méthode de contrôle. Les photographies montraient des scènes de crime qui portaient la méthodologie signature de Harrison. De jeunes hommes noirs abattus alors qu'ils s'enfuyaient. Des armes plantées près des corps. Des rapports d'incidents qui décrivaient des menaces imminentes là où les images de surveillance montraient des tentatives claires de reddition. Chaque cas avait été jugé justifié par les commissions d'examen locales utilisant le même langage constitutionnel que Patterson avait décrit dans ses instructions enregistrées. Un dossier contenait des images de caméras corporelles qui avaient été corrompues lors du traitement officiel, mais préservées par des enquêteurs fédéraux grâce à des ordonnances judiciaires. La vidéo montrait l'officier Daniel Murphy, l'un des protégés de Harrison, exécutant Damon Rodriguez, 18 ans, lors d'un contrôle routier à Boulder. Rodriguez avait ses mains sur le volant, clairement visible et vide, lorsque Murphy lui a tiré à travers la vitre côté conducteur. La transmission radio de Murphy immédiatement après le tir démontra la nature systématique de la dissimulation. Coup de feu. Situation de sécurité de l'officier. Sujet a tenté de saisir une arme lors du contrôle routier. Demande de superviseur et d'unité de scène de crime. Mais les images de la caméra corporelle montraient que Rodriguez n'avait jamais bougé ses mains du volant, n'avait jamais cherché quoi que ce soit, et avait passé ses derniers instants à supplier Murphy de ne pas le tirer dessus tout en obtempérant à chaque ordre. La justice arrivait enfin pour toutes les personnes impliquées. L'enquête fédérale avait identifié un schéma de violation constitutionnelle qui s'étendait au-delà des frontières des États par des réseaux informels de formateurs et de consultants policiers. Les méthodes de Harrison avaient été partagées lors de conférences et de séminaires de formation des forces de l'ordre, diffusant son approche des violations systématiques des droits à travers la région des montagnes rocheuses. La juge Beaumont examina les preuves montrant que Harrison avait reçu plus de 300 000 $ en honoraires de conférenciers et en paiement de consultants pour enseigner à d'autres départements ses techniques de police de proximité proactive et de stratégie de prévention des gangs. Sa terreur systématique des jeunes issus de minorités était devenue un modèle commercial rentable qui incitait à la destruction des droits constitutionnels pour un gain financier personnel. 3 semaines après l'arrestation de Harrison, le département de la justice annonça la plus grande enquête fédérale sur les droits civiques depuis des décennies, englobant 19 départements de police et impliquant plus de 400 officiers qui avaient soit participé, soit permis l'abus systématique de jeunes issus de minorités sous couvert de l'autorité. L'ampleur de cette corruption vous soufflera. La procureure générale Maria Santos tint une conférence de presse annonçant la formation d'un groupe de travail fédéral doté de ressources illimitées et de l'autorité RICO. Ce que nous avons découvert au Colorado représente une trahison de chaque principe constitutionnel que l'application de la loi est censée défendre, déclara-t-elle. Cette enquête suivra les preuves où qu'elle mène, quel que soit le rang, les connexions politiques ou la résistance institutionnelle. La première percée majeure du groupe de travail vint d'une source inattendue. Les serveurs informatiques des départements de police avaient automatiquement sauvegardé les fichiers supprimés vers des systèmes de stockage cloud que les administrateurs ignoraient exister. Des mois de preuves numériques accumulées révélèrent des centaines de messages textes et données coordonnant des violations constitutionnelles tout en discutant des techniques pour éviter les poursuites fédérales. Un fil de discussion particulièrement accablant montrait Harrison coordonnant avec des officiers du Nouveau-Mexique pour éliminer Marcus Coleman comme témoin potentiel dans une enquête fédérale. Les messages révélaient que Marcus n'avait pas été tué lors d'un contrôle routier de routine. Il avait été spécifiquement ciblé et exécuté parce que sa famille avait embauché des avocats spécialisés en droit civique pour enquêter sur le schéma de violation constitutionnelle de Harrison. Ce qu'ils ont découvert dans les communications secrètes vous choquera. L'enquête révéla que Harrison opérait au sein d'une entreprise criminelle qui comprenait des procureurs, des juges et des administrateurs de police qui coordonnaient les réponses aux plaintes pour violation des droits civiques et partageaient des renseignements sur les familles à problèmes susceptibles de documenter des violations constitutionnelles. Des messages textes montraient la procureure adjointe Patricia Wells avertissant Harrison des enquêtes fédérales. La division des droits civiques pose des questions sur vos schémas d'arrestation. Recommande de réduire les contacts avec les minorités pendant les prochains mois jusqu'à ce que la pression retombe.
La réponse de Harrison révéla la nature systématique des violations constitutionnelles. Déjà coordonnées avec Boulder et Grand Junction. Nous allons déplacer les opérations vers des zones rurales où la surveillance fédérale est plus légère. Même résultat, moins d'attention fédérale. Ces messages prouvaient que les crimes individuels de Harrison faisaient partie d'une organisation criminelle plus vaste qui avait utilisé des postes d'application de la loi pour violer systématiquement les droits constitutionnels des citoyens issus de minorités tout en coordonnant avec les procureurs et les juges pour éviter la reddition de comptes. Mais attendez, il y a d'autres preuves que vous n'avez pas encore vues. Des audits financiers révélèrent que plusieurs officiers avaient reçu des paiements de sociétés de sécurité privées et d'entreprises de cautionnement en échange de la génération d'arrestations dans des quartiers spécifiques. Harrison, à lui seul, avait reçu plus de 400 000 $ en paiements non divulgués sur 7 ans, étant essentiellement payés par des intérêts privés pour criminaliser les jeunes issus de minorités en violation de leurs droits constitutionnels. Des documents judiciaires montraient que Harrison avait des accords avec 5 entreprises privées différentes qui profitaient de taux d'arrestation élevés dans les communautés minoritaires. Son ciblage systématique des adolescents noirs n'était pas seulement inconstitutionnel. C'était aussi une entreprise criminelle lucrative qui l'incitait à détruire de jeunes vies pour un gain financier personnel en violation directe de la loi fédérale sur les droits civiques. Mais la juge Beaumont était sur le point de découvrir que le crime le plus dangereux de Harrison n'était ni le meurtre ni le complot. C'était son plan pour l'éliminer comme témoin. Un plan qui était déjà en cours et qui allait culminer avec l'agression violente que des agents fédéraux enregistraient secrètement pour compléter leur dossier RICO. Le moment constitutionnel qui allait définir l'héritage de la juge Beaumont approchait avec l'inéluctabilité d'une loi naturelle. Harrison avait été ramené à la barre des témoins sous garde fédérale. Sa confiance précédente était remplacée par le calcul désespéré de quelqu'un qui comprenait que sa liberté et peut-être sa vie dépendaient de la réduction au silence de la seule personne qui pouvait compléter le dossier fédéral contre son entreprise criminelle. La juge Beaumont avait passé la pause à examiner des preuves supplémentaires que l'agent Torres avait fournies. Des conversations sous écoute prouvant que le réseau de Harrison avait prévu de l'éliminer comme témoin par ce qu'ils appelaient un « accident malheureux » qui ressemblerait à de la violence urbaine aléatoire. Le plan était sophistiqué et glaçant dans ses implications constitutionnelles. La voix enregistrée de Harrison discutait d'engager des membres de gangs pour agresser la juge Beaumont dans le parking du palais de justice, faisant passer sa mort pour des représailles de la part de défendeurs qu'elle avait condamnés plutôt que l'élimination de témoins par des policiers corrompus. Mais les enquêteurs fédéraux avaient une longueur d'avance, installant des équipements de surveillance dans tout le palais de justice et positionnant des agents infiltrés pour documenter le dernier acte criminel de Harrison, l'agression violente qui fournirait les preuves finales nécessaires aux poursuites RICO fédérales entraînant des peines de prison à vie. Attendez de voir ce que Crawford dira quand il réalisera à qui il a vraiment affaire. Détective Harrison, dit la juge Beaumont alors que l'audience reprenait, sa voix portant l'autorité mesurée de quelqu'un qui avait passé des décennies à protéger les droits constitutionnels de ce genre de corruption institutionnelle. Vous avez entendu aujourd'hui des preuves substantielles concernant des violations systématiques des droits civiques. Avez-vous une réponse à ces allégations fédérales? Le visage de Harrison avait pris l'expression plate et dangereuse de quelqu'un qui était passé de la défense légale à l'élimination directe des menaces. Lorsqu'il parla, sa voix portait l'autorité froide de quelqu'un qui avait décidé que les subtilités constitutionnelles étaient des obstacles à éliminer par la violence. Votre honneur, ce que j'ai entendu aujourd'hui est une attaque coordonnée contre les forces de l'ordre par des gens qui ne comprennent pas ce qu'il faut pour maintenir l'ordre dans des communautés qui ont rejeté le comportement civilisé. L'expression révéla la vision du monde fondamental de Harrison selon laquelle les droits constitutionnels étaient des privilèges à accorder ou à refuser en fonction de son évaluation personnelle de qui méritait un traitement civilisé. La juge Beaumont reconnut le langage de l'autoritarisme déguisé en philosophie d'application de la loi. Détective Harrison, suggérez-vous que les protections constitutionnelles devraient être appliquées sélectivement en fonction des caractéristiques de la communauté? La réponse de Harrison franchit toutes les limites du respect judiciaire et de l'autorité constitutionnelle. Je suggère que les gens qui ne respectent pas la loi et l'ordre ne devraient pas s'attendre aux mêmes protections que les citoyens respectueux des lois, et les juges qui permettent les comportements criminels en se cachant derrière des arguties constitutionnelles font partie du problème. Ces prochains mots révélèrent tout. La salle d'audience tomba dans un silence complet alors que toutes les personnes présentes comprenaient que Harrison venait de menacer un juge fédéral sous serment et en présence d'agents du FBI. La juge Beaumont ressentit la clarté familière qui vient quand quelqu'un révèle sa vraie nature si complètement que toute prétention devient impossible. Détective Harrison, dit la juge Beaumont, se levant lentement de sa chaise, les droits constitutionnels ne sont pas des arguties.
Ils sont le fondement de l'autorité gouvernementale légitime. Votre croyance apparente que les insignes confèrent l'immunité de la loi constitutionnelle est exactement la raison pour laquelle cette enquête fédérale était nécessaire. Harrison se leva également, son mouvement agressif et délibérément intimidant. Du haut de son 1m90, avec son entraînement tactique, il dominait le corps frêle de la juge Beaumont, mais tout le monde dans la salle d'audience comprenait que l'autorité morale transcendait la présence physique dans les espaces régis par le droit constitutionnel. « Vous voulez parler d'autorité » grogna Harrison, sa voix montant à un niveau qui fit que plusieurs observateurs se mirent à gigoter nerveusement. « J'ai protégé cette communauté pendant que vous restiez dans votre tour d'ivoire à prendre des décisions juridiques qui tuent des gens dans les rues. » La juge Beaumont resta calme malgré la menace évidente dans le comportement de Harrison. « Détective Harrison, protéger la communauté signifie protéger les droits constitutionnels de chacun, et non sélectionner quel citoyen mérite une protection légale en fonction de préjugés personnels. » Le visage de Harrison rougit d'une rage à peine contenue. « Vous, les gens, vous transformez toujours tout en problème de race alors qu'il s'agit de respect de l'autorité. Il s'agit de comprendre que certaines communautés ont besoin d'une application de la loi plus forte parce qu'elles ne peuvent pas se gouverner pacifiquement. » Crawford n'avait aucune idée qu'il était sur le point d'avouer quelque chose de bien pire. L'expression « vous, les gens », c'est là le destin de Harrison en termes de poursuite fédérale pour violation des droits civiques, mais la juge Beaumont savait par les briefings fédéraux qu'il se dirigeait vers l'agression violente qui compléterait le dossier RICO. Des caméras cachées enregistraient chaque mot et chaque mouvement pour les procureurs fédéraux qui avaient besoin de preuves de la volonté de Harrison d'utiliser la violence contre l'autorité constitutionnelle. « Vous savez quel est votre vrai problème ?» continua Harrison, faisant un pas vers le banc avec une menace évidente. « Vous pensez que porter des robes judiciaires change ce que vous êtes réellement, mais je sais ce que vous êtes sous toute cette prétention légale, et je sais comment traiter les gens comme vous. » Le silence qui suivit fut électrique de tension constitutionnelle. Tout le monde dans la salle d'audience comprenait qu'ils étaient sur le point d'être témoins de quelque chose qui changerait la relation fondamentale entre les forces de l'ordre et l'autorité judiciaire. Harrison tendit la main vers le marteau du juge avec l'intention de l'utiliser comme une arme, ne comprenant pas que des agents fédéraux enregistraient chacun de ses mouvements et que son agression fournirait la preuve finale nécessaire pour démanteler le plus grand réseau de corruption policière de l'histoire américaine. Le moment qui serait étudié dans les cours de droit constitutionnel pendant des générations se construisait avec le terrible élan de l'inéluctabilité historique. La main de Harrison se dirigea vers le marteau du juge avec la précision calculée de quelqu'un qui avait commis des violences si souvent que c'était devenu sa réponse instinctive au défi à son autorité. La juge Beaumont observa son mouvement avec le calme inébranlable de quelqu'un qui avait passé sa carrière à refuser d'être intimidé par des hommes qui confondaient la domination physique avec le pouvoir légitime. Elle avait examiné les briefings fédéraux expliquant que l'agression de Harrison compléterait les preuves nécessaires aux poursuites RICO. Mais elle comprit aussi que sa réponse déterminerait si l'autorité constitutionnelle serait préservée ou abandonnée à la violence autoritaire. Des agents fédéraux positionnés dans toute la salle d'audience se tendirent pour l'action, mais leurs instructions étaient claires. Documenter l'agression sans intervention à moins que la vie de la juge Beaumont ne soit en danger immédiat. Les implications constitutionnelles exigeaient que l'attaque de Harrison soit enregistrée dans son intégralité pour démontrer son rejet complet de l'autorité judiciaire et du processus légal. Les doigts de Harrison se refermèrent sur le marteau de bois poli, son mouvement délibéré et menaçant. « Juge Beaumont, dit-il, sa voix tombant à un chuchotement qui parvint néanmoins à chaque coin de la salle d'audience. Il est temps que quelqu'un vous enseigne la différence entre la théorie juridique et les conséquences dans le monde réel. Ces histoires de courage constitutionnel inspirent les gens du monde entier. Faites-nous savoir de quel pays et de quelle ville vous regardez afin que nous puissions voir jusqu'où ces messages puissants sur l'autorité judiciaire atteignent. » Détective Harrison, répondit la juge Beaumont, sa voix maintenant une parfaite contenance judiciaire bien qu'elle comprit qu'elle était sur le point d'être agressée physiquement par quelqu'un dont la violence avait déjà détruit plusieurs familles. La seule leçon enseignée ici est que le droit constitutionnel prévaudra toujours sur la violence autoritaire, quel que soit le coût personnel pour ceux qui le défendent. La réponse de Harrison fut de lever le marteau au-dessus de sa tête avec l'intention évidente de l'utiliser comme une arme. Le symbolisme était parfait pour les procureurs fédéraux, utilisant le symbole même de l'autorité judiciaire comme instrument de violence contre le processus constitutionnel. « Espèce de garce qui aime la Constitution !» hurla Harrison, sa voix résonnant sur les murs de marbre avec la fureur de 15 ans de criminalité protégée faisant enfin face à la reddition de comptes. Je pense que se cacher derrière un précédent juridique vous protège des gens qui comprennent le vrai pouvoir.
Le marteau s'envola de la main de Harrison avec la force de quelqu'un entraîné aux techniques de combat. Le bois poli tourbillonnant dans l'air vers la tête de la juge Beaumont avec une vitesse suffisante pour causer des blessures graves ou la mort. Les caméras fédérales capturèrent chaque image de l'agression, documentant le rejet complet du gouvernement constitutionnel et de l'autorité judiciaire par Harrison. Crac! Le marteau frappa la juge Beaumont au centre du front avec un impact dévastateur. Le son résonna dans la salle d'audience en marbre comme un tonnerre constitutionnel. Elle chancela en arrière mais resta debout, le sang coulant sur son visage tandis que ses robes judiciaires absorbaient l'impact de l'agression violente de Harrison contre l'état de droit lui-même. Mais même en absorbant l'attaque de Harrison, les yeux de la juge Beaumont ne se fermèrent jamais. Sa dignité ne vacilla jamais. Son autorité constitutionnelle ne diminua jamais. Elle resta droite derrière le banc judiciaire, refusant de donner à Harrison la satisfaction de voir le gouvernement constitutionnel mis à genoux par la violence autoritaire. Ce qu'il dit ensuite dépassa toutes les limites imaginables. La salle d'audience éclata dans un chaos maîtrisé alors que les agents fédéraux se déplaçaient avec une précision rodée pour maîtriser Harrison tout en préservant la chaîne de preuves nécessaire à la poursuite constitutionnelle. L'agent Torres dégaina son arme tandis que les agents de sécurité du tribunal s'approchaient de Harrison sous plusieurs angles, leurs mouvements coordonnés grâce à une planification préalable avec les enquêteurs fédéraux. Harrison se tenait au-dessus du banc judiciaire comme un conquérant, inspectant un territoire conquis, son visage tordu d'une satisfaction sauvage d'avoir exprimé sa vraie nature sans retenue. Voilà ce qui arrive quand on oublie sa place constitutionnelle, grogna-t-il, sa voix portant dans toute la salle d'audience malgré la réponse organisée autour de lui. Mais son moment de triomphe fut bref et historiquement insignifiant. La voix de l'agent Torres coupa le bruit avec une autorité fédérale tranchante. Case Harrison, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un officier judiciaire fédéral, un crime passible de jusqu'à 30 ans de prison fédérale en vertu du titre 18, section 111 du Code des États-Unis. Des marshals fédéraux assaillirent Harrison avec une efficacité professionnelle, le plaquant sur le sol en marbre malgré ses tentatives de résister à l'autorité constitutionnelle. L'homme qui était entré dans la salle d'audience avec de l'assurance et une protection institutionnelle, était maintenant face contre terre, des menottes fédérales coupant ses poignets, tandis que des dizaines de témoins documentaient son effondrement psychologique et légal complet. La juge Beaumont se redressa lentement, son visage portant la marque de l'agression constitutionnelle de Harrison, mais sa voix resta ferme lorsqu'elle parla. Que le dossier fédéral montre que le détective Case Harrison a physiquement agressé une juge fédérale en exercice lors de procédures constitutionnelles devant de multiples témoins fédéraux, démontrant son rejet complet du processus légal et de l'autorité judiciaire. Mais l'agression violente de Harrison n'était que le début du règlement de compte constitutionnel. Des agents fédéraux exécutaient simultanément des arrestations dans 3 États, démantelant le plus grand réseau de corruption policière de l'histoire américaine. Tandis que le courage de la juge Beaumont inspirait des confrontations similaires avec le racisme institutionnel à l'échelle nationale, alors que Harrison était maîtrisé au sol du tribunal, l'agent Torres coordonnait avec les équipes fédérales à travers la région des montagnes rocheuses par des communications cryptées qui révélaient l'étendue stupéfiante des opérations simultanées. L'agression de Harrison sur la juge Beaumont avait été le signal d'une action fédérale coordonnée contre tout un réseau de criminels constitutionnels qui opérait en toute impunité depuis plus d'une décennie. Votre honneur, dit l'agent Torres, s'approchant du banc tout en maintenant un contact visuel avec Harrison étendu. Nous menons des enquêtes RICO parallèles à travers le Colorado, le Wyoming et le Nouveau-Mexique depuis 14 mois. Ce qui s'est passé ici aujourd'hui fournit les dernières preuves dont nous avions besoin pour agir contre toute son entreprise criminelle. La juge Beaumont accepta l'attention médicale des paramédicaux fédéraux, utilisant le moment pour se ressaisir tout en traitant les implications constitutionnelles des paroles de l'agent Torres. L'enquête fédérale avait été menée parallèlement à sa propre collecte de preuves, suggérant un niveau de coordination que Harrison n'aurait pas pu anticiper même dans ses moments les plus paranoïaques. « Quelle est l'étendue de votre opération RICO ?» demanda la juge Beaumont à l'agent Torres, sa voix ferme malgré le sang qui coulait encore de l'agression constitutionnelle de Harrison. L'agent Torres fit un geste vers des agents fédéraux qui entraient avec des mallettes et de l'équipement électronique suggérant des opérations d'une ampleur et d'une sophistication massive. Nous avons des mandats fédéraux pour 63 officiers dans 19 départements, dont 4 chefs de police, 12 superviseurs et 7 procureurs qui faisaient partie du complot criminel. Nous exécutons des descentes simultanées dans 14 postes de police, saisissant des ordinateurs, des dossiers et du matériel de surveillance comme preuve de violation systématique des droits civiques. Harrison leva la tête du sol en marbre, son visage un masque d'incrédulité et de terreur constitutionnelle.
C'est impossible. Les affaires internes ont blanchi chaque cas. Le bureau du procureur général a tout examiné sous surveillance fédérale. Sa réaction lorsqu'il réalisa l'étendue était inestimable. L'agent Torres regarda Harrison avec un détachement professionnel qui portait le poids de l'autorité constitutionnelle fédérale. Détective Harrison, notre enquête a commencé lorsque Madame Zaria Coleman a contacté la division des droits civiques du FBI avec des preuves que les autorités locales avaient ignorées pendant plus de 2 ans. Elle a gardé des copies de tout, y compris vos rapports d'incidents originaux qui ont mystérieusement disparu des dossiers de police lors de l'examen interne. La révélation que la mère de Jules Coleman avait collaboré avec des enquêteurs fédéraux ajouta une autre couche au cauchemar constitutionnel de Harrison. Sa dissimulation soigneusement construite s'effilochait depuis plus d'1 an tandis qu'il restait insensible aux forces fédérales qui montaient un dossier RICO contre tout son réseau criminel. Nous avons également reçu la coopération de plusieurs officiers au sein de votre propre département, poursuivit l'agent Torres, qui ont fourni des documents montrant une destruction systématique de preuves et l'intimidation de témoins. Votre superviseur, le lieutenant Cross, est actuellement arrêté à sa résidence sur la base des accusations de complot révélées dans les confessions enregistrées aujourd'hui. L'effondrement psychologique de Harrison s'accéléra alors qu'il réalisait toute l'étendue de l'opération constitutionnelle fédérale. Vous, les gens, vous avez planifié tout cela. Toute cette audience était un coup monté pour détruire l'application légitime de la loi. La juge Beaumont se leva lentement, sa dignité constitutionnelle intacte, malgré l'agression physique de Harrison. Détective Harrison, cette audience portait sur le droit de Jules Coleman à la protection constitutionnelle contre la fausse incarcération. Le fait que vos propres confessions aient exposé un complot de meurtre était votre choix, et non une planification fédérale. Vous ne croirez pas ce qui se passe ensuite. La radio de l'agent Torres crépita avec des mises à jour des équipes fédérales à travers 3 États. Commandement, nous avons le chef Patterson en détention fédérale. Le lieutenant Cross a tenté de détruire des preuves mais a été maîtrisé. Nous avons saisi environ 800 dossiers, 47 serveurs informatiques et plus de 2 millions de dollars en espèces dans des coffres-forts enregistrés au nom des membres du complot. L'ampleur de l'opération RICO était stupéfiante dans ses implications constitutionnelles. Il ne s'agissait pas seulement des crimes individuels de Harrison, mais du démantèlement de tout un réseau d'officiers corrompus qui violaient systématiquement les droits civiques tout en bénéficiant d'une protection institutionnelle et d'une immunité fédérale de poursuite. Alors que Harrison était emmené en détention fédérale, c'est pas résonnant dans les couloirs de marbre où il avait jadis opéré en toute impunité constitutionnelle, la juge Beaumont comprit qu'ils avaient été témoins de quelque chose de plus grand que la chute d'un seul homme. Ils avaient vu la loi fédérale enfin se tenir responsable des principes constitutionnels. Le meilleur est à venir. Dans les heures qui suivirent l'arrestation de Harrison, l'opération RICO coordonnée du FBI avait abouti à des accusations fédérales contre 94 agents des forces de l'ordre, allant des policiers locaux aux procureurs généraux d'État, chacun risquant des peines allant de 25 ans à la prison à vie pour violation systématique des droits civiques sous couvert de l'autorité. Le chef de la police Patterson fut arrêté à son domicile de banlieue alors qu'il organisait un dîner avec d'autres fonctionnaires municipaux. L'image de lui étant emmené menotté par des agents fédéraux devint la principale nouvelle sur toutes les chaînes nationales, preuve de la profondeur de la corruption constitutionnelle au sein des forces de l'ordre américaines. Le lieutenant Cross tenta de se barricader au quartier général de la police tout en détruisant des preuves, alimentant des déchiqueteuses industrielles jusqu'à ce que des agents fédéraux forcent l'entrée du bâtiment et le trouvent entouré des restes déchiquetés de dossiers documentant des décennies de violations constitutionnelles. Mais le coup le plus dévastateur porté au complot constitutionnel vint d'une source inattendue. Les propres images de la caméra corporelle de Harrison, auxquelles les enquêteurs fédéraux avaient secrètement accédé pendant des mois, révélant des centaines de violations constitutionnelles qu'il avait documentées à son insu. Alors qu'il croyait ces crimes protégés par l'immunité institutionnelle, 2 ans après le coup de marteau qui résonna dans les couloirs de la justice constitutionnelle, la juge Iris Beaumont reçut une visite inattendue dans son cabinet. Madame Zaria Coleman frappa doucement à la porte, portant un petit paquet emballé et affichant l'expression paisible de quelqu'un qui avait trouvé la paix après des années de chagrin et d'injustice systémique. Juge Beaumont, dit Madame Coleman, s'installant sur la chaise en face du bureau. Je voulais vous remercier personnellement d'avoir eu le courage constitutionnel de vous lever quand cela importait le plus. La mort de Marcus a enfin un sens parce que vous avez refusé de laisser Harrison se cacher derrière son insigne et sa protection institutionnelle. Le paquet contenait une photographie encadrée des 2 garçons Coleman lors de la remise des diplômes de judo lycée. Marcus souriant avec l'optimisme radieux d'un jeune homme qui croyait que les protections constitutionnelles le maintiendraient en sécurité,
et Jules portant sa toge et sa toque après avoir été libéré de 8 mois d'emprisonnement injustifié. Sous la photo se trouvait une plaque gravée « La justice constitutionnelle retardée n'est pas une justice refusée lorsque de bonnes personnes décident de dire la vérité au pouvoir fédéral ». La juge Beaumont sentit des larmes monter à ses yeux en étudiant le visage de Marcus, voyant dans son expression la même espérance constitutionnelle qu'elle avait vue chez d'innombrables jeunes qui avaient comparu devant sa cour, cherchant la protection d'un système qui trop souvent ne parvenait pas à défendre leurs droits fondamentaux. L'héritage qui en a découlé inspirera des générations. L'affaire Harrison était devenue un moment décisif dans l'histoire constitutionnelle américaine. Elle fut étudiée dans les facultés de droit et les académies de police comme un exemple de la manière dont le racisme systématique opère au sein des institutions et comment il peut être démantelé par une application fédérale persistante et le courage judiciaire. Le refus de la juge Beaumont d'être intimidée par la violence de Harrison avait démontré que le droit constitutionnel pouvait prévaloir sur la force autoritaire lorsque les autorités fédérales s'engageaient à défendre les droits civiques. Le décret de consentement fédéral régissant l'application de la loi au Colorado était devenu un modèle de réforme policière à l'échelle nationale avec des dispositions exigeant une formation constitutionnelle, une surveillance communautaire et une enquête transparente sur les plaintes pour inconduite sous surveillance fédérale. Les taux de criminalité dans les quartiers autrefois surpolicés avaient en fait diminué à mesure que la confiance de la communauté envers les forces de l'ordre était reconstruite par la responsabilité et le respect constitutionnel. Plus important encore, les jeunes de l'ancienne zone de patrouille de Harrison ne vivaient plus dans la peur des rencontres avec la police. La terreur systématique des jeunes issus de minorités avait pris fin, remplacée par des modèles de police de proximité qui mettaient l'accent sur la protection constitutionnelle plutôt que sur l'intimidation autoritaire. Mais le changement le plus puissant était invisible et pourtant transformateur. Jude Coleman avait obtenu son diplôme de major de sa promotion au lycée malgré avoir perdu 8 mois de sa dernière année en raison d'un emprisonnement injustifié, obtenant une bourse d'études complète pour étudier le droit constitutionnel à l'université Howard. Dans son discours de remise des diplômes, il parla du jour dans la salle d'audience 5B qui avait changé sa compréhension du pouvoir fédéral et de la justice constitutionnelle. « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur », dit Jude à l'auditorium bondé. Le courage constitutionnel, c'est de faire ce qui est juste, même lorsque le système est conçu pour vous punir pour cela. La juge Beaumont m'a montré qu'une personne prête à défendre la loi fédérale peut tout changer. Le fonds de bourse d'études établi à la mémoire de Marcus Coleman avait offert des opportunités éducatives à plus de 300 jeunes qui avaient été victimes d'une inconduite policière, transformant le traumatisme constitutionnel en opportunité et garantissant que les victimes de Harrison pouvaient bâtir les futurs qu'il avait tenté de détruire par des violations systématiques des droits civiques. La juge Beaumont gardait la photographie de la famille Coleman sur son bureau comme un rappel quotidien que le travail constitutionnel exigeait à la fois compétences juridiques et courage personnel. Chaque affaire portée devant son banc était une opportunité soit de perpétuer les échecs systématiques, soit de créer un espace pour la responsabilité fédérale et la guérison constitutionnelle. Les marches du palais de justice où Madame Coleman s'était autrefois tenue seule pour exiger justice constitutionnelle pour son fils assassiné, accueillaient désormais des réunions communautaires régulières où les résidents travaillaient avec des moniteurs fédéraux pour instaurer la confiance et prévenir le type de corruption institutionnelle qui avait prospéré dans l'obscurité. Alors que le soir tombait sur le palais de justice où tant de guérisons constitutionnelles avaient commencé, la juge Beaumont se prépara à rentrer chez elle, où son mari l'attendait avec le dîner et les récits de sa propre journée à protéger les droits civiques en tant que procureur fédéral. La cicatrice de l'agression au marteau de Harrison s'était estompée mais restait visible, un rappel permanent du moment où elle avait choisi la dignité constitutionnelle plutôt que sa sécurité personnelle. Harrison lui-même purgeait plusieurs peines de prison à vie dans une prison fédérale. Ses jours passés en détention protectrice, loin de la population générale qui comprenait bon nombre des jeunes hommes dont il avait systématiquement violé les droits constitutionnels par de fausses arrestations et des accusations fabriquées. Son nom était devenu synonyme de corruption policière, un conte de mise en garde enseigné à chaque nouvel agent fédéral sur ce qui arrivait lorsque les officiers oubliaient leur serment de respecter la loi constitutionnelle. Mais l'héritage de la juge Beaumont était différent. Son nom était prononcé avec révérence dans les communautés qui avaient appris à faire de nouveau confiance au système de justice fédérale, dans les facultés de droit où les étudiants étudiaient ces techniques pour affronter le racisme institutionnel par le processus constitutionnel, et dans les salles d'audience où d'autres juges trouvaient le courage de contester la corruption plutôt que de la permettre par le silence institutionnel. Certaines batailles se gagnent non par la violence, mais par le courage tranquille de refuser d'abandonner les principes constitutionnels.